Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinécast, toujours en compagnie de la fine équipe, qui est bien en forme d'ailleurs en ce moment, Steph et Aurel. Salut les gars. Eh bien bonjour. J'ai envie de dire en forme de quoi? Merci. C'est passé sous signe de l'humour, cet épisode. Oui, c'est ça. Comme tu le je pense qu'on perçois. va se marrer. Hein. Ça, je pense que ça va être amour et... Gloire et beauté. Ouais. Allez, en avant. Bah ouais, Allez. téléphone. Allez, on l'a dit, ouais. Allez. Bon, on rentre dans le vif du sujet parce que je pense qu'il va y avoir débat. Un film unique qu'on n'a pas vu ensemble, donc du coup il n'y a pas qu'est-ce qu'on va voir ce soir, mais qu'est-ce qu'on a vu, Aurel? On a vu Joker. J'ai la version québécoise. Joker, qui est pas un film sur courte manche. Blague. Méta-blague, J'ai mec. toujours retrouvé que courte manche pouvait faire un bon Joker avec cette mâchoire qui Ah oui, d'accord. se ok. décroche, tout ça, ouais. machin, etc. Bref, film de Todd Phillips, énorme carton. Des milliards de dollars. Un milliard pour à peu près 80 de budget, 80 millions. Donc il y a eu la récompense dont on vous a parlé. À la Mostra de Venise. À la Mostra, effectivement, qui a un peu surpris tout le monde. Moi, le premier, Ouais. autant après l'interprétation. Je veux bien, autant sur la récompense ultime, j'ai commencé à être sceptique. Avec une critique vraiment bon. Ouais, à part quelques exceptions près, mais effectivement, plutôt voilà, mais c'est clair. Donc en mode un peu rouleau compresseur aussi, parce que du coup, tout le monde s'est précipité, on n'entendait pas beaucoup, enfin il y a une grosse campagne de promo, et donc on y est allé, voilà. Chacun de notre côté. Voilà. Enfin, vous deux. Ah bah non, on était allés ensemble. Mais oui. Oh là là, putain. On était allés ensemble. Et puis moi d'un autre côté. Ouais, alors. On commence par qui? Tout le monde se regarde. Ouais, On a l'impression non, d'être dans le bon, la brute. Tiens, vu que t'étais tout seul, commence donc. Ouais. Tiens. Parce que Vous êtes sûr, hein? nous, tous les deux, on a déjà débriefé. Mais on n'a jamais débriefé avec toi. Ouais. Ah, vous avez. Mais voilà, D'accord, oui, donc on a déjà le pacte débriefé. est rompu, quoi. Tu peux voir ça Partiellement, comme ça. mais pas tout à fait. Vas-y, enchaîne, coup de chaîne. Après, quand tu vas bouffer après le film, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas ne pas débriefer du film, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça va, et ouais, dis donc, elle est chouette ta voiture. Ouais, c'est un Voilà, on l'a déjà dit. Allez, go. Juste avant, peut-être vous bien, pas bien, juste Ça pour dépend. un peu. Eh ben, en fait, Ça c'est dépend, un peu, ça dépend. ouais, non, pour te résumer, on est ressorti en disant, waouh, c'était pas mal du tout. C'était Avec le recul, maintenant, ça fait quasiment un mois qu'on l'a vu, Ouais. je pense. Grosse décrue. pareil. Hein. Ouais, là, je suis très. Grosse Je reviens. Donc voilà, donc Donc si maintenant, moi tu je sais. vous dis que j'ai détesté ce film, Eh ben, on c'est- peut être un peu raccord ou pas du tout? Non, parce que faut voir. Explique-toi Explique-nous. d'abord. J'ai Explique-nous. détesté. Oui, mais Alors, est-ce que c'est pas ton côté un peu, genre ouais, moi la laisse-le parler, critique, laisse-le parler. je non. vais à l'encontre. Non, du tout. C'est pas une ado de 15 ans. Ouais. Oh bah tiens, tu rigoles. Hein. Je fais ce que je veux. T'as vu comment il est gaulé? T'es pas mon père. Non, au contraire, moi au départ, je suis hyper sceptique quand on annonce Todd Phillips, parce que les Hangover, voilà, moi ça me parle pas du tout, j'ai trouvé ça con, ça me fait pas rire, je suis pas du tout le cœur de cible de cette tranche de la comédie américaine, un peu bas du front, voilà, j'accroche pas, ou alors pas il les faut, petits singes qui lèchent des pénis. voilà. Je pense que tout est là. Bah justement. Et le fait qu'ils en aient fait Justement quoi. 3, c'est du miracle. C'est du miracle, et derrière c'est vraiment prendre les gens pour les cons en disant là on va vraiment vous soutirer du pognon en vous racontant toujours la même chose. D'ailleurs je suis même pas certain d'avoir vu le 3. Bref, Ah bah non, pour c'est moi, pire. Il est particulièrement. Il est très mauvais le 3. Todd Phillips c'est ça.
Joker, donc en fait quand moi l'annonce elle tombe, je me dis ok, Warner en prend plein la gueule avec leur DC Universe, mes couilles qui marchent pas face à en face où c'est les mythes, c'est des pactons de billets qui tombent du ciel. Je pense que les mecs de chez DC ils ont juste la rage, sachant que DC en fait tout est délégué à Warner, et donc je me dis ok, on va droit dans le mur, ils vont peut-être enfin mettre un terme avec le partenariat de Warner, trouver un autre véhicule et puis repartir à zéro, parce que là ça marche pas. Et puis derrière je passe le RTR machin, pourquoi pas, je me dis Joaquin Phoenix, il doit y avoir quand même un truc pour que ce mec là arrive dessus. Donc mon hypomètre remonte un petit peu en me disant c'est un mec plutôt solide, qui est le mec de James Gray qui renchaîne sur un film plus ou moins lié aux super-héros machin, il doit se passer un truc. Et puis effectivement comme Morel, moi la Mostra de Venise, je reviens pas en me disant il se passe vraiment un truc, les critiques tombent, c'est que moi j'y vais, la seule finalement appréhension que j'ai c'est est-ce que le film a un intérêt, est-ce que une origin story du Joker c'est pertinent ou pas. Réponse non. Et en fait dès le départ je rentre pas du tout dans le film, et en fait j'en ai peut-être trop lu avant, c'est-à-dire que moi on me dépeint ça comme étant Scorsese. Pas tant un film d'ailleurs de super-héros, je pense qu'on est du coup un peu dans la lignée de Nolan du côté réaliste des choses, donc je m'attends à ça en fait. Et quand je vois le film, je pense énormément à vous et à un film récent mais que vous avez vu tous les deux, que moi je n'avais pas vu à l'époque, que j'ai vu depuis, avec pareil une phrase de RP venue de l'espace pour essayer de vendre le film. Vous vous souvenez Kong, Skull Island, où le mec dit quand même j'ai voulu mixer King Kong avec Apocalypse Now. Et ben en fait je repensais en disant putain ils ont embauché le même mec. Non, on a fait Joker avec Scorsese. Non mais laisse tranquille Marty quoi. Pas faux. Parce que ça n'a rien à voir. Et depuis j'ai vu Kong. Vous avez dû sacrément vous marrer quand même. Ah ouais. Enfin, on a rigolé un peu jaune. Ouais, un petit peu jaune. Moi je me souviens pas du second degré tant que ça. Enfin bon. Parce que bref. Donc voilà, je suis pas rentré dedans, et en fait à chaque minute du film je m'emmerde, ça m'énerve, et la première réaction que j'ai en sortant c'est pourquoi j'ai été voir ça, parce que j'aurais presque préféré ne jamais voir ce film. Au niveau de la forme, je trouve que c'est un film de forceur, c'est un film t'as rien de New York en fait, la seule chose c'est une ville un peu lambda. Alors oui, t'as les allées un peu sombres, t'as les échelles de rue dans les arrières des bâtiments. Le seul truc qui caractérise c'est que t'as une espèce de pseudo-crise sociale, tu sais pas d'où ça vient, et c'est uniquement en fait des déchets dans la rue. T'as aucune force. Pas beaucoup Ouais c'est ça, c'est pas Marseille, le métro, la timeline du fait de l'armée dans les années 80, la seule chose que ça importe c'est éventuellement quelques fringues, quelques décors, et puis peut-être la bagnole de police dans le plan de la fin là, qui a effectivement un peu plus de gueule que si ça avait été une voiture classique. Mais la photo, je la trouve dégueulasse. Ça a rien de la finesse des films des années 80, avec de la pellicule, avec du grain. C'est vraiment ni fait ni à faire. Et puis sur la forme en fait c'est hyper sur le fond tu veux dire. Non, sur la forme, vraiment la mise en scène. Moi je trouve j'accroche sur rien, et les trucs les scènes de danse, alors on verra si on spoil ou pas. Le film est quand même je pense qu'on peut spoiler. Oui, il y a un mois donc on spoil à partir de 3 semaines et demie. Voilà, mais là on va le faire, donc débranchez si vous voulez pas. Donc, on sait que c'est Joker en fait, le monsieur à la fin, qui finit comme étant. Il y a ces espèces de scènes de danse Titanic. qui sont un peu la caution arty. D'ailleurs, il communique énormément là-dessus, Todd Phillips, en disant j'ai viré tout mon casting, tout mon crew, on était que seul avec Joachim, je filmais caméra à l'épaule pour capter le truc. Tu dis mais en fait tes scènes elles servent à rien quoi. Elles sont complètement en décalage avec le film. Effectivement, t'as l'impression que Joaquin Phoenix, à chaque fois qu'il fait ses circonvolutions, te met à clavier en disant l'Oscar cette année est pour moi. Enfin, voilà, je la rapproche, pour citer pour le coup Marty, à cette scène de DiCaprio qui rentre dans sa Countach dans un film que je déteste, Le Loup de Wall Street, où tu sens que pendant qu'il rampe par terre pour rentrer dans sa bagnole parce qu'il est sous acide, il te regarde en disant cette année ça va être pour moi l'Oscar. Spoiler non, mais voilà, c'est
Joaquin Phoenix, je trouve qu'il en fait des tonnes, qu'il est pas du tout dans le personnage. Ouais, il est outrancier, ça fonctionne pas. Et alors le fond, au secours quoi. Je suis jamais surpris dans le film. J'ai jamais un truc où je m'attends pas. Si, alors 2 trucs. Il tue pas le nain. Ok. Voilà, scène surréaliste qui est plutôt intéressante, mais voilà, c'est là où je suis sûr. Il y a la meilleure blague du film. Il y a la meilleure Ouais, blague mais du tu film. te dis merde, c'est complètement en décalage quoi. T'as l'impression que le mec dit ah ouais, je suis quand même le mec qui a fait Hangover, faut que j'en place une pitine quoi. Limite au nez à la barbe des exécutifs dans une scène importante dans laquelle ils pourront pas la couper. Bon, le twist du film qui est quand même pas possible en fait sur la filiation d'Arthur Fleck. Est-ce que, attention spoiler, est-ce que c'est le fils caché de Thomas Wayne? Quand je vois ce truc là arriver, je me dis mais qu'est-ce que tu nous fais là? Bah bien sûr que non en fait, c'est complètement con ton idée. Et là je commence, pendant que je regarde le film, à me souvenir de Blade Runner, le dernier, où on avait essayé de nous faire un twist à la con. Et là où je trouve que Villeneuve a été fort, en tout cas moi ça a marché, je sais pas si vraiment c'était son intention, c'est que pendant peut-être un quart d'heure du Blade Runner, je me dis c'est pas possible, mais en même temps est-ce que ça serait pas possible cette histoire? C'est quoi? C'était le fils de Descartes, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et puis quand finalement on te dit mais non t'es con, c'est pas possible, je me dis ah putain, moi en tout cas il m'a réussi à me faire croire. Là à aucun moment il arrive à me faire croire que Arthur Fleck c'est bref. Donc ce truc là ça me passe complètement. Donc ce serait le frère de Batman. Voilà. Non mais rien qu'en disant ça tu te dis. Donc en fait tu remplis ton film parce que dans le milieu t'as un creux, que ça marche pas, par ce truc là qui en fait ne t'amène à rien, si ce n'est qu'à plus ou moins prétendre qu'il y a une espèce d'animosité et que du coup à la fin machin, tu te dis ouais ok. Et derrière le cœur du film c'est quand même les gens ils sont trop méchants, je peux pas prendre mes médicaments, du coup je deviens le Joker. Et là tu fais ok. Bah en fait c'est risible. Et en fait je vois le truc passer, les centres sociaux, bah non désolé, à cause de ces méchants du gouvernement ou de la ville, on peut pas vous donner vos médicaments, démerdez-vous. C'est quand même pas hyper intéressant. T'as les scènes de danse où là tu dis ouais ok d'accord, on te vend un film rated R, bah tu sais, enfin à part oui éventuellement. T'as la scène de fin quand même. Ouais c'est ça. Et en fait arrive la télé. confrontation avec Robert De Niro, qui est d'ailleurs juste une blague parce que on l'a collé en tête d'affiche, on le voit quasiment jamais. Alors effectivement quand il est là, il donne un peu de contenu au truc, mais tu sens que dans l'échange qu'il a à la fin, il est en roue libre en fait Bob, hein, et on l'a assis et il a dû faire 3 jours de tournage, il lit des trucs à laquelle il pense pas. Je pense qu'il est justement en train de se dire ok, c'est parce que il y a une filiation dans la production avec Marty que je le fais pour lui. Ah, c'est la vase des pantins aussi surtout. Voilà, mais c'est surtout ça. Mais en me disant en fait il inverse le rôle par rapport à ce qu'il a eu dans la vase des pantins. Je pense qu'il se dit j'ai un peu autre chose à foutre que de participer à enfin je le trouve un peu évidemment il a fait le meilleur film du monde qui sort aujourd'hui. Bah voilà, puisqu'effectivement nous sommes le 27 et que là si on avait tous 3h30 je sais exactement ce qu'on sera en train de faire, c'est clair. Mais en même temps le déroulé de la scène elle est ultra attendue et il y a éventuellement qu'à la fin quand il s'adresse à la caméra que il y a une espèce de monologue où tu retrouves un peu le personnage. Et alors derrière d'en faire coup sur coup 2 trucs qui moi me laissent même limite complètement débile, c'est d'en faire une espèce de chantre d'une contestation sociale. Alors oui dans les faits c'est probablement comme ça qu'il va avoir son armée de grouillots, pourquoi pas, mais de le porter au nu comme ça tu fais ouais d'accord, et en même temps te recaser la mort des parents de Bruce Wayne, ça je vous l'avais dit les gars, où tu te dis mais putain mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc voilà, donc je suis sorti hyper vraiment vénère de ce truc là en disant moi Joker, j'ai pas envie de savoir qui s'appelle Arthur Fleck, j'ai pas envie de savoir qu'il a une copine imaginaire, j'ai pas envie de savoir qu'il a une putain de boîte aux lettres. Joaquin Phoenix en fait des tonnes. Et pour moi, ça va complètement à l'inverse du personnage pour 2 choses, et après j'en terminerai.
c'est que j'aime pas trop le dire ils ont rien compris au personnage, parce que ça fait style moi j'ai compris au personnage. C'est pas forcément ça, mais à un moment donné le Joker, sa force c'est du fait que c'est un inconnu, que personne ne sait d'où il vient, que personne ne sait quelles sont ses motivations, il est capable du coup de faire tout et n'importe quoi, il n'y a pas de règles, et il est insaisissable. Et là, à force de... En fait, je m'étais mis dans la peau des flics en disant, bah ouais, mais en fait, ils savent qui c'est. Ils savent où est-ce qu'ils vont. D'ailleurs, les deux flics, c'est un peu risible leur enquête. Ils connaissent son adresse, etc. Ils vont pouvoir faire une espèce de profilage. En fait, toute la mythologie du Joker s'effondre parce qu'on veut lui créer une origine historique qui, en fait, est franchement pas terrible, et 2, sert strictement à rien. Et j'en reviens parce que pour moi, c'est mon Joker préféré et mon film Batman préféré, The Dark Knight. À chaque fois que tu vois Heath Ledger, tu sais pas ce qu'il va faire. À chaque fois qu'on lui pose la question sur les cicatrices, voire même il anticipe la question en disant vous avez me posé la question, il sort une version différente. Pour moi, Nolan, il a tout compris au personnage. À un moment, il disait ouais, c'est le pouvoir parce qu'il va monter au sein de la mafia, et là il te place la scène dans laquelle il fout les bidons d'essence sur le magot des mafieux en disant moi, Balek, je m'en fous. Enfin voilà, et Batman, il est toujours un cran derrière parce qu'en fait, il sait pas ce qu'il va faire. Là, Arthur Fleck, et puis derrière, il ne marche le personnage que s'il y a Batman, c'est la némésis, ça fonctionne comme ça de pair. Donc là, ne pas avoir Batman, ça a pas grand intérêt. Et le dernier truc qui me dit que ça en devient un summum du ridicule, c'est que même si on considère qu'il y a une performance d'acteur, qu'il y a un film un peu plus autorisant par rapport à ce truc-là, ok, mais en fait on en fait quoi de ce Joker-là ? Rien. 1-2. Alors 1-2, ok, mais en fait on peut rien en faire parce que à force de vouloir créer une esthétique qui est pour moi pas du tout utilisée, il fixe dans les années 80, que on sait déjà qu'il n'y a pas de filiation avec le Batman de Matt Reeves, donc il n'y aura pas de, a priori en tout cas, et je pense que Matt Reeves est en train de dire là, il n'y aura pas de filiation entre Pattinson pour l'instant Batman et machin. Et même si c'était le cas, comme on a une simili rencontre entre Joker et Bruce Wayne qui a 10 piges, on est d'accord ? À peu près, ouais. Joaquin Phoenix, à moins qu'il nous dise qu'il a 35 ans dans le film et que c'est sa maladie qui le déforme, il en a au moins 45, 50 ? Non, 40 ? Il a 40, allons... 40 ? Allez, Donc le temps que de Batman devienne Batman, on en a encore 15 ans. 15 ans. 20 ans. Ouais. En fait, il sera trop vieux. Le personnage sera trop vieux, sachant que Joker, on l'a un peu oublié peut-être à l'époque, c'est peut-être la force de Nicholson, c'est que dans le Batman de Nicholson, il met des pains. Il se bat contre Batman et il tient le choc en fait. Dans celui de Heath Ledger, la confrontation physique c'est pas le centre du truc, c'est vraiment une partie d'échec. Mais à la base, Joker, il est capable de mettre des mandales et de tenir le choc. Là, physiquement, ça me paraît compliqué. Donc on a un effort de triturage d'un personnage qui, moi, me parle pas du tout pour aboutir à un truc qu'on va pas pouvoir utiliser à part faire un 2. Donc, limite, j'aurais presque préféré qu'on vire tout l'habillage Batman, etc. et qu'on fasse effectivement un film sur la folie, les réseaux sociaux, la presse, etc. À la rigueur, pourquoi pas ? Éventuellement par un autre mec que Todd Phillips, parce que là, c'est un film bâtard et que moi, j'avais pas envie de voir et que je regrette presque d'avoir vu, parce que ça a pas d'intérêt. Il y a une seule idée que je trouve pour le coup plutôt intéressante, c'est le rire. C'est le fait que ça vient d'une pathologie. Enfin, on sait pas si c'est vraiment une pathologie ou c'est celui qui rigole, et je trouve que la manière de justifier le rire et le décalage qu'il crée, c'est peut-être pour moi la seule bonne idée du film, avec la carte qu'il remet en disant j'ai une condition, etc. Pour tout le reste, voilà, et de dire que Joaquin Phoenix va probablement avoir l'Oscar là-dessus. Ça semble... Bon, du moment qu'on le file pas à Todd Phillips, voilà, ce sera moins ça de gagner, quoi. Voilà, bon, donc moi j'ai pas du tout aimé. Bon. J'y vais ? Vas-y. Bon. Alors, moi, le fait qu'il chope le prix à la Mostra, donc j'avais vu assez peu de choses, je crois qu'on avait dû voir ensemble peut-être un des... un trailer ? Un des trailers, peut-être, j'ai même pas vu le dernier, je crois que j'en avais vu qu'un. Me fait penser un petit peu à ce qui se passe avec La Forme de l'eau. Tu vois, on est dans le même truc, on dit putain, un film de genre qui tout à coup devient un petit peu adoubé par la critique, par des festivals comme ça qui sont des festivals très classiques.
il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc moi je suis plutôt comme toi dans un premier temps assez hypé. On en parle ici. On est tous vraiment au taquet malgré tout. Hein. Moi, je me souviens vous avoir posé cette question-là et se dire, mais moi j'ai peur, tu vois, du truc où ils sont obligés de se faire une grosse connexion Batman. Et ce qui arrive. Et du coup, vous étiez pas sûr du truc en disant non, apparemment c'est très déconnecté. En fait, le truc il est là. Bon, le film. En sortant, donc j'y vais vraiment super enthousiaste. Le film est visionné et je pense que je suis encore très enthousiaste. J'y vois moi un Joaquin Phoenix que je trouve impressionnant. J'y vois une relecture. Alors moi les comics, voilà, j'ai pas cette culture, j'ai pas votre culture à vous en matière de comics. Donc le fait qu'on n'ait pas les origines du Joker me pose pas problème plus que ça. Moi je veux bien à un moment donné qu'on sorte un petit peu du carcan dans lequel on peut, les fans et les éditeurs peuvent vouloir rester et de se dire ok, on n'a pas ses origines, bon, en fait on s'en branle, quoi, on va en créer. Ça me dérange pas. Je veux dire justement, si on n'a pas, ça veut dire que tu as le droit d'en créer. T'as le droit d'être là-dedans. Je veux dire, quand on parle de crossover avec Hulk qui à un moment donné va sur une planète, tu sais, le truc que non mais tu vois, le comics avec Hulk qui va sur une planète avec Hulk, enfin c'est moi c'est le Thor Ragnarok. Voilà. Tu vois, je me dis qu'après tout, de ce que je vois du comics, tant dans le cinéma que dans la BD, t'as la trame de base qui a été respectée jusqu'aux années 80, puis tout à coup, à un moment donné, les auteurs qui reprennent le taf s'en écartent, se permettent des chemins de traverse, voire font des trucs qui sont pas forcément envisageables au départ. Donc je me dis, rien à foutre moi de cette genèse. Pourquoi pas? Moi je veux bien de ça. Donc je vois un personnage qui est barjot et qui devient de plus en plus barjot. J'y vois donc ce Joaquin Phoenix moi, que je trouve impressionnant. J'y vois quelques scènes qui me laissent assez sur le cul, notamment la scène où il finit par shooter De Niro, que je trouve violente. Enfin le truc il arrive quand même. Oh putain merde, je m'y attendais pas en fait. Pas. Non, bah enfin. C'était du même du possible, mais je voyais. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais peut-être qu'elle est rugueuse en fait cette scène, tu vois, elle tâche quoi. Donc je la vois pas apparaître comme ça. Contrairement à toi, j'y crois à un moment donné. À la fraternité, au lien avec Batman. J'y crois parce que sur le même constat de mais après tout, il fait ce qu'il veut. Mec, il a envie il crée ce personnage. Il lui crée un petit peu son histoire. Pourquoi est-ce qu'il ne créerait pas cette filiation? Et qui du coup, tu vois, quand on comprend qu'on peut rentrer là-dedans, tu dis mais putain, mais c'est pour ça qu'en fait ils arrêtent pas tous les deux de chercher comme des cons. C'est que ils sont intimement liés, même au niveau du sang, quoi. Tu vois, il y avait un truc que je trouvais tout à coup passionnant qui pouvait arriver, absolument passionnant de me dire que putain ils sont frères, les cons. Je trouvais ça, mais les cons. Non mais tu vois, je trouvais ce truc vraiment intéressant. Donc je sors de là avec sur l'affiche, ça. Ouais, son frère, les cons. Donc je sors de là enthousiaste, tout en ayant ce constat de me dire bon, ouais. Mais en fait, à part Joaquin Phoenix, ce film ne raconte pas grand-chose. Mentalement, quand j'ai une synthèse du film dans ma tête, je vois quelques scènes qui surnagent, mais j'ai un truc où il se passe rien d'autre, où il se passe pas grand chose. Le temps avance, aujourd'hui donc on est à peu près à un mois, comme on disait tout à l'heure, moi je vois ce film se dégrade mais considérablement dans ma façon de le percevoir. Et aujourd'hui que j'ai beaucoup moins d'images qu'à la sortie de la projection, il reste encore moins. Et je me dis, mais en fait, ouais, mais tout ça c'est pas hyper intéressant. Là, ce qui me reste aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Je reste encore avec certaines images que je trouve fortes. Je vois encore certaines scènes avec Joaquin Phoenix seul que ouais il est cabot, ouais il fait son truc à Oscar.
Peut-être, mais et encore, je suis pas certain. Moi, ça me va qu'il fasse les choses comme ça. Alors, je suis pas certain que ce soit conscient de sa part. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais par contre, Todd Phillips, oui, je pense que derrière, il essaye de se raccrocher au wagon de Joaquin Phoenix, dont il fait partie des acteurs en fait où tu t'attends à une prestation. Oui, mais le Joker à la base, c'est un personnage qui est outrancier. Enfin, moi, tel que je le perçois, il est outrancier, soit de manière. Enfin, toi, moi, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, mais peut-être parce que je le vois à un âge où les choses s'imprègnent peut-être plus. C'est le Nicholson dans le Batman de Burton, où là, le personnage, il est voilà. Il est rond en couleur. C'est ça. Donc. Ça me va d'avoir quelqu'un qui est pas forcément comme Ledger, je trouve la prestation remarquable, ou qui soit peut-être en roue libre. Ça peut aller avec le personnage. Par contre, me dire qu'en fait, en fin de compte, on me raconte quoi ? L'histoire d'un mec qui est barjot, dépressif, qui vraiment va pas bien dans sa vie, et puis qui va tout à coup basculer dans le super vilain. Et là où moi je comprends pas comment est-ce que tout ça se fait, c'est comment est-ce que tu deviens. Enfin, il est barjot et tout à coup il devient super vilain. Oui, je suis d'accord. Et il y a un tel gap à franchir que ce gap-là, tu peux pas le faire en une soirée. Ou parce qu'on vous lance des il bute 3 mecs, dont d'ailleurs tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde est presque à dire non mais limite bravo quoi. Le fait qu'ils puissent shooter les mecs dans le métro, jusqu'à ce moment-là ça me choque pas. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas forcément dans ce qu'est le personnage jusque-là. Moral dans la société. Ouais, c'est ça. Mais oui, exactement. À part Thomas Wayne. Oui, mais qu'on voit. Ah ouais, mais non, mais on voit très peu. Qui est pas du tout. Ouais, mais qui justement. Oui, mais qui est trop. Qui est trop. Mais limite, il est presque porté par la société, qui trouve normal que les 3 mecs un peu cons aient été. Parce qu'ils le revendent au bout d'un moment. Ils disent, en fait, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Il l'est. Et à part quelques personnes, ça choque pas grand monde. Donc, est-ce que derrière, ça en dit plus de la société qu'autre chose ? Mais je sais pas. Mais du coup, tu vois, cette ascension tout à coup du. Ah bah non, c'est pas subtil. Tout à coup, c'est ce mec qui devient porté au nu par cette population qui en fait à la base est peut-être mécontente, comme tu disais. Il y a peut-être une crise sociale, on voit les ordures, en effet la crise sociale, si ça se matérialise par le fait qu'ils ne ramassent pas les ordures ou que il y a des problèmes sur les remboursements de soins et tout ça, ok, mais je veux dire en fait ça se matérialise de manière très peu évidente dans le film, si ce n'est le discours qui est rapporté, mais autrement on ne ressent pas. Et pourquoi ces gens qui à un moment donné peuvent en avoir ras-le-bol, en effet, et là la transposition avec ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines, tu fais le lien, c'est pas très fin, mais voilà, tu le fais. C'est pas pour ça que les gens qui sont dans la contestation vont tout à coup aller dire putain, mais toi t'as buté un mec à la téloche devant tout le monde, toi t'as des couilles, toi t'es un boss. Bah non, bah toi il faut autre chose. Enfin, j'ai l'impression que V pour Vendetta, je sais pas si c'est très raccord au niveau du thème, mais le fait de porter au nu et même m'apparaissait plus subtil, quoi. Le fait qu'il y ait les simili à l'Animous qui est toi une mec, voilà, contestation. Tu vois, le mec ferait des vraies actions de Robin des Bois. Tu vois, des actions de Robin des Bois ou des trucs qui sont moralement que tu peux entendre dans un cadre de contestation où t'es pas forcément d'accord, mais un petit peu quand même, et que là crescendo tu puisses comprendre ce personnage et tu puisses comprendre où il va et qu'à un moment donné il puisse avoir une assise suffisamment importante pour rameuter les gens. Là c'est pas possible en fait. Je veux dire, tu peux pas suivre un mec qui va aller buter un mec à la télé. Enfin, c'est pas envisageable, c'est pas du tout. Donc moi, si tu veux, avec du temps, là je me dis mais je comprends pas pourquoi ce personnage en arrive là, et puis du coup l'intérêt m'apparaît assez peu, pas un très grand intérêt. J'ai bien aimé moi le truc de la nana, ça faisait partie des moments où moi ce film a réussi à me surprendre. C'est les moments où en effet il a cette nana qui est il fantasme sa voisine comme étant sa nana. Et moi j'y ai cru à ces moments où même si je me disais mais à partir du moment où il la rencontre, où il y a un rapprochement physique, et je me dis mais comment ce mec fait pour choper cette nana-là? Ouais, mais moi c'est là où je me dis c'est pas possible. Oui, mais après tout je me dis mais ça se trouve marché. Mais oui, mais je sais bien. La scène de l'ascenseur, elle est tellement poussive dans sa réaction
qu'elle rend pas possible. Il aurait juste rabaissé d'un ou deux crans la réaction de Joaquin Phoenix, ou alors qui essaye de se contenir et puis une fois qu'elle parte, là, décompresse et a des tics, etc. Mais comme il joue pas le jeu dans l'ascenseur, à partir du moment où, attention spoiler, hop, elle ouvre la porte et que lui il arrive et il lui roule une pelle. Alors, meuf, t'as des choix. Mais non, mais après je me disais, ça se trouve ce mec en fait il fait petit oiseau blessé. Il a un charisme, le charisme de la petite. Mais mais tu vois, le petit truc, tu vois, il est borné, il a une patte qui pend, il a la tronche pleine de sang, et tu te dis, bah ouais, pauvre mec, t'as juste envie de lui faire des bisous, quoi. Un petit chaton galeux. Un petit chaton galeux. T'as juste envie de lui faire des bisous. Donc ce truc-là me gênait, mais bon, pourquoi pas. Donc il a réussi. J'ai encore certains trucs qui me font dire, bon, c'était pas une horreur. Maintenant, en définitive, waouh. À la revoyure, on est vraiment pas sur un grand film, vraiment pas, et on est peut-être même pas sur un bon film tout court. Ouais. Moi, c'est du coup le même parcours. On va pas refaire ça une troisième fois, mais du coup, moi, en fait, la différence de toi, c'est que j'ai beaucoup lu après, et j'ai beaucoup été lire ce qui se disait dessus après, les critiques, machin, etc. Et putain, j'en ai lu des conneries. Mais c'est parce que du coup j'avais aussi moi en même temps avancé dans mon appréhension du film, où j'étais ressorti comme toi assez charmé, mais il y avait déjà des choses en germe qui me bloquaient. Notamment moi le rapprochement effectivement avec le côté Wayne en fait a été allé pour moi beaucoup trop loin. Me refaire l'assassinat des parents, ça m'a complètement sorti du film. Ça c'est je trouvais presque là-dessus. Mais moi je trouvais c'est un reshoot, ça. Je trouvais intéressant le fait qu'il tourne autour de la famille Wayne. Oui. Même si je trouve que du coup c'est aussi là aussi ça va un peu trop loin. J'étais même assez la scène de confrontation, entre guillemets, de rencontre en fait entre les deux avec ce petit gamin qui est en devenir à travers une grille, qui est pas mal sur le principe, sur le papier. Qui tu dis ah putain c'est Bruce. Et tu dis ah ouais pourquoi pas, carrément pourquoi pas. Sauf qu'Alfred est pas bien joué en fait. Non, qui est un des plus mauvais Alfred qu'on ait vu au monde. Bref, mais du coup sauf que du coup elle va trop loin cette scène encore une fois. Moi j'aurais préféré. Le touche effectivement, tu te dis. J'aurais préféré en fait que ça se tienne à une certaine distance et puis qu'il garde cet aspect de menace silencieuse un peu plutôt que d'avoir le côté en fait barjot intrusif finalement comme sa mère en fait du coup à partir de ce moment-là t'as plus de doute non plus sur le fait que de toute façon avec la mère ça va mal se terminer puisque manifestement elle est barjote. Après, c'est la seule chose que je garde après je trouve le seul acteur que je trouve c'est Frances Conroy. Toutes les scènes que je trouve qui sont où ils sont ensemble sont toutes sont plutôt pertinentes puisqu'elles sont extrêmement gênantes, pas de cette intimité qu'il a avec sa mère, de ce couple qu'il forme avec elle. Ça je trouve que par contre c'est plutôt réussi dans ce côté assez glauque et malsain de ce qui se passe dans cet appartement en fait. Parce que t'as une actrice qui est plutôt top. Pour ceux qui voient pas qui est Frances Conroy, c'est la mère de Six Feet Under, qui est une actrice extraordinaire. Alors, elle est toujours un peu dans le même rôle, mais là, elle lui rend la balle. Qui a aussi une vie très évidente en fait. Si tu veux dépeindre un barjot, tu passes forcément par sa mère et des relations, et des relations de. Mais c'est pour ça que mais de toute façon, voilà, si je trouve que voilà, un mois après, en gros, c'est quand même le Scorsese pour les nuls fait par un espèce de bourrin qui est Todd Phillips, parce que à la revoyure, en fait, c'est plus quelqu'un qui récite son Scorsese illustré et digéré par lui, et donc avec très très peu de finesse, parce que c'est quand même pas très fin tout ça, c'est quand même pas très finement amené, c'est quand même pas très réaliste non plus. T'atteins jamais en fait le degré d'emballement ou de basculement dans la folie d'un Taxi Driver qui est ouvertement cité, ou de Lavage du Pantin qui est ouvertement cité, et pour lequel on va chercher De Niro pour s'amuser à faire le clin d'œil du clin d'œil. Ça aussi, à force de faire du méta dans le méta, ça devient un peu relou. Donc voilà, il reste moi des moments, des plans que j'ai trouvé moi la performance de Phoenix me gêne pas. Moi je l'aime bien, je le trouve physiquement
physiquement, encore une fois, il fait quelque chose. Pour avoir vu en plus Beautiful Day, qui est le film qu'il a sorti en 2018, dans lequel je vous en avais parlé, ce truc où en fait il est embauché pour aller rechoper une gamine qui a été enlevée, dans lequel en fait il joue une espèce d'ancien GI complètement barjot, avec encore une fois une performance physique qui est assez hallucinante. Bon bah voilà. Après, t'es dans les terrains balisés de l'Oscar, c'est aussi ce qui est un peu gênant, c'est-à-dire que faut une performance physique, donc soit tu prends 20 kilos, soit t'en perds 20, et puis il faut faire un barjot. Ouais. Voilà. Alors, don't be for retard. Don't be for retard. donc voilà, donc t'es un peu dans ces sentiers-là. Donc oui, il va sans doute l'avoir, surtout avec en plus le truc du box-office à la fin. Est-ce que ça en fait un grand film, cette espèce de, parce que moi vraiment ce qui ressortait aussi sur les critiques, cette espèce de brûlot social sur la société du spectacle, sur le c'est tellement pas fin. Tu vois, avec les espèces de trucs des pré-réseaux sociaux, puisque tu vois bien que l'image est diffusée. Après, tu sais, t'as ce plan sur les tas de télé, etc. T'es donc dans les prémices, tout ça aussi est extrêmement. Tu vois, c'est vraiment. C'est bourrin 2000, quoi. Hein. C'est donc cette espèce de truc qui en dit long sur la société d'aujourd'hui, mes couilles. Enfin, tout ça est tellement grossier que si tu veux, c'est oui, d'accord, mais t'as envie de dire, et alors, en fait, qu'est-ce que tu fais avec ce personnage-là? Qu'est-ce que tu m'amènes en fait de nouveau si c'était pour dire ça, mais t'es gentil, t'es pas le premier, il y en a plein qui l'ont fait mieux que toi. Donc, il fait une origine. Alors après, sur le côté origin story, moi j'étais parti du fait que moi ça me gêne pas qu'un mec se pointe en disant effectivement je vais faire une origin story. Après tout, il y a quelques comics qui ont essayé de le faire. Il y a notamment un comic, je sais plus comment il s'appelle, qui présente en fait le Joker qui est avant de devenir le Joker, qui est une espèce de sous-justicier. Je crois que c'est Red Hood qui s'appelle, avec une capsule sur la tête. Enfin ça c'est un masque rouge et il basculera dans la truc d'acide ici. Il y a un truc qui je sais plus. Redwood, ouais, je vois le personnage, mais j'avais pas. Bon, peut-être qu'il y en a un qui en a fait. Et qui bascule, mais voilà. Et puis pourquoi pas. Et puis je me dis qu'aussi au cinéma, il y a quand même Burton qui a fait à l'époque un espèce d'énorme fuck aussi aux fans et à la mythologie en général, en faisant de Jack Napier en fait le tueur des parents du Joker, le tueur des parents de Wayne. Donc à partir du moment où ça a déjà été fait, ou même au film, on s'est autorisé ce genre de truc, oui. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que le côté, tu vois, peut-être qu'ils sont demi-frères, etc. Oui. Why not? Pourquoi pas? Je veux dire, je m'en fous, j'étais prêt. Après, le truc, c'est que, en fait, l'origin story, elle est pas très originale, elle est pas très intéressante. Et puis parce qu'en fait c'est pas l'approche. Tu peux lui faire n'importe quelle origin story. Je pense que le trait que doit avoir le truc commun, c'est que forcément tu deviens pas Joker malgré toi en fait. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là il le fait parce que notamment sa carrière de pseudo-comique en fait, on lui renvoie avec d'accord une extrême violence, le fait qu'il soit nul. Et il devient un objet de blague par la télévision parce qu'on le met à l'amende, un peu comme on peut voir maintenant effectivement voilà, mais c'est en réaction. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour moi, le personnage, en fait, il est et tu peux pas te contenter de lui faire dire devant quand il a plus sa pilule que il a que des pensées noires. Enfin, tu vois, faut aller au-delà de ça. Il faut que le mec soit dangereux tout le temps. Il faut qu'on sente qu'il soit capable effectivement de faire des choses un peu cheloues. Alors que là, c'est que parce qu'on arrive en fin de traitement, c'est que parce qu'on va le bousculer, se foutre de sa gueule en façon XXL, c'est que parce qu'on va être violent physiquement avec lui que du coup il va accoucher. Ouais, le côté victimaire, que du coup son côté barjot, son côté no limite, son côté va être parce que c'est finalement quelqu'un qui veut paradoxalement être heureux. C'est pour ça que du coup il veut être tranquille, donc il prend les médicaments.
et en fait sa façon d'être le Joker va être le seul truc qui va le soulager et enfin devenir normal. C'est ce que je disais tout à l'heure, sa normalité. C'est compliqué de le voir arriver en super vilain comme ça, il n'y a pas de... ouais, voilà, donc voilà, donc ça m'a pas botté, je trouve que voilà, à la fin, un mois plus tard, je suis carrément redescendu. Ouais, c'est bizarre, moi, par contre, visuellement, il y a des choses que je garderai en tête. Il y a notamment cette scène où, la scène où après avoir buté les mecs, il reva dans les chiottes et où là, je trouve le maquillage assez chouette. C'est la première danse qu'il fait et tout ça, etc. Il y a vraiment des trucs qui sont pas mal. Voilà, donc non, je pense que je pense qu'encore une fois, on est peut-être à l'inverse de La Forme de l'eau, où du coup en fait il y avait ce buzz qui s'était construit et cette espèce d'impatience qui avait de monter en sauce de la sortie du film qui avait été positive. Bah là je trouve qu'on s'est un peu fait niquer et c'est assez dingue en fait quand tu relis a posteriori tout ce qui a pu sortir avant, les critiques machin etc, pour t'apercevoir que il y a alors soit on est des rats non parce que moi j'ai vu pas mal mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai effet d'entraînement et de se dire putain ça c'est un film qui va être chouette. Mais tout nous faisait envie, il faut être clair, ça nous faisait envie à la base. Oui c'est ça. Je pense qu'en fait, là, je donne de l'eau à ton moulin, en vrai. Je pense que Marvel, ayant tellement aseptisé le film de super-héros, de super-méchants, etc., qu'à un moment donné, tous les critiques cinéphiles, tu vois bien, hors jus, se précipite dessus en se disant voilà la réponse, tombe là-dessus et ils se disent au moins les marveleries j'ai lâché en cours de route. Je pense, alors c'est cliché qu'il y ait du cinéma, Télérama, mais même des médias grand public, Le Monde, Libé, ce genre de choses. À un moment donné, je pense que tous ces journalistes là qui bouffent du film kilomètre, quand tu leur sors la énième marvelerie style Origin Story, le Miss Marvel par exemple, ou Captain Marvel, ont peut-être lâché, et là forcément tu leur donnes un peu ce bonbon là avec sous couvert de Scorsese, de fond social et compagnie, ils tombent dedans. Mais non, je comprends pas comment, c'est super étonnant malgré tout parce que tu justement avec une certaine culture cinématographique tu as beaucoup plus de distance par rapport à ce film qui est un film d'apparence en fait, pas autre chose, qui est un film qui tient uniquement, qui est presque uniquement sur son acteur. Alors voilà, mais le propos en lui-même, il est. C'est quand même dingue en fait. Il est tout seul et après t'as pas. Il est tout seul et t'as que des secondes. Voilà, il se passe rien en fait. Il écrase, la distribution est mise à part écrasée. C'est vraiment. Sa mère, elle est pas plus importante que Robert De Niro. Elle est pas plus importante que sa voisine. Elle est pas plus importante que les flics. Tout est à égalité en fait. Ce qui fait que à un moment donné, t'as le film où les seuls moments où il se passe quelque chose, et c'est pas le but d'avoir des gunfights ou tout ça. Tu vois, c'est pas le problème. Il ne se passe rien d'autre, et le seul moment où le film s'élève un petit peu, c'est au moment où Joaquin Phoenix fait ses prestations, et là où il est un petit peu où il est vraiment barge. Autrement, le film c'est encéphalogramme plat quoi. Et il ne se passe rien d'autre. Le film ne tient que par lui, que pour lui. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait, il se passe pas grand chose. Et encore une fois, c'est pas une question d'action. T'attends aussi, tu vois, dans la résolution, donc tu sais qu'à la fin, il va se passer quelque chose qui va être la catharsis, qui va être le truc qui le pose en tant que personnage. Et en fait, le plan, il est basique, je vais à la télé, je bute le mec. Ouais. Ok. Je fais un monologue. Ouais, enfin. Après, du coup, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on paye pas du coup les productions très standardisées, un peu médiocres, qui fait que maintenant il suffit que t'aies même pas un film bon, mais simplement un point d'entrée un peu différent pour que tout le monde. Enfin, moi je suis désolé. Mostra de Venise 2018, La Forme de l'eau. Mostra de Venise 2019, Joker. Tu dis mais il se passe un truc quand même. Il y avait pas mieux en fait à apporter. Il y a Parasite. Et en fait, je suis en train de me dire, à regarder là les listes de sorties, le podcast qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'en définitive on paye simplement le fait qu'on se tape des suites à tir-larigot, et il suffit que maintenant on ait un point de vue un peu soi-disant original, qu'il l'est pas du tout, peu importe les qualités intrinsèques du film, pour qu'on s'excrie et s'exclame au génie en disant c'est le film de l'année. Non, parce que je pense que ce film là je comprends pourquoi est-ce qu'il peut embarquer.
En fait, je comprends que Joaquin Phoenix puisse embarquer. Je comprends que les quelques scènes un petit peu choc peuvent embarquer. Je comprends qu'on puisse être embarqué. Je le comprends. Après, simplement, je comprends pas qu'on puisse pas, une fois que le film est digéré et que tu fais l'opération, le décompte final de, en fait, qu'est-ce qui me reste de ce film-là, et que là tu dis, oh putain, si peu en fait. Waouh. Ouais, mais l'exercice de critique, c'est la critique à chaud. Hein. Tu prends ton papier, tu prends ton regard en disant non, parce que t'as plusieurs ressentis. Enfin, tu vois, un film comme La Forme de l'eau, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Mais quel journaliste aujourd'hui écrit encore sur La Forme de l'eau? Non, mais d'accord, mais tu vois bien, le traitement est un petit peu similaire tout à coup, avec la Mostra, avec l'emballement critique qu'il peut y avoir, sauf que La Forme de l'eau, alors j'ai en tête une photo de malade, j'ai en tête j'ai encore plein de scènes, j'ai en tête une complexité de fou. Et là encore, c'est pas un film qui est, d'un point de vue de l'action, absolument incroyable. Je veux dire, on n'est pas là-dessus. Mais moi, j'ai une complexité thématique telle que, il m'en reste beaucoup plus que Joker. Voilà, donc tact. Hein. Ouais. Bon, du coup, Joker, on n'est pas emballé, quoi. Bon, donc, non. Non, mais... Non, et puis, comme le truc qui vient achever le truc, c'est que, évidemment... on le prédit à... Non, mais on te dit, mais de toute façon, peu importe le résultat du film, on fera jamais de 2. Moi, Todd Phillips, grand auteur maintenant, je vous assure, c'est un one-shot, j'ai mis toute ma vie dedans. Putain, 6 mois plus tard, on pète le milliard, et évidemment, le 2, il est en route. Arrêtez de nous prendre pour des cons avec ça. Arrêtez, franchement, c'est... Et puis, encore une fois, là je pense que on a encore plus peur, puisque... Comment ne pas avoir la tentation de le rajouter aux chausse-pieds? Je pense que moi je serais je ferais de l'huile. Mais moi je ferais de l'huile en voyant les résultats de ce film-là, en me disant ils vont me demander de tout changer. Mais bien sûr. Ils vont décaler genre de 20 ans ou de 10 ans le truc du film. Et ils vont me faire chier pour faire rentrer aux chausse-pattes. Vu là en ce moment, Matt Reeves est en train d'annoncer avec une métronomie de dingue son casting, qui moi ça y est, moi je suis à un bloc. annoncer Alfred, en plus il le fait avec des gifs, il maîtrise sa communication sur Twitter. Matt Reeves, tu sens qu'il se fait plaisir. Je pense que si c'était vraiment ce qui était en train de se passer en sous-main, tel que je l'imagine et tel que j'aimerais qu'il se comporte, c'est dire ok, ce sera son nom. Ouais, sauf que là, je pense que c'est quand même allé beaucoup loin dans la production. Mais je pense que ce serait très étonnant qu'on n'ait pas un appel du pied ou quelque chose. Ce que je vous disais la dernière fois, la question que je vous posais la dernière fois, c'était est-ce que vous pensez qu'il va pas avoir des incursions de Batman? Jamais été annoncé comme ça. Tu vois bien qu'en fait, c'était tellement évident. Mais je sais bien, et que éventuellement, il y a un seul truc moi qui aujourd'hui m'obsède, c'est que Matt Reeves dévoile son casting, et que pour moi, tu es réalisateur, on vient te confier Batman, qui est probablement le film le plus casse-gueule mais le plus excitant de toute ta carrière. Tu commences à réfléchir, les vêtements, t'as des points clés. Gotham, à quoi elle ressemble? La bagnole, à quoi elle ressemble? Est-ce que tu mets un Batwing, etc. Le costume, le personnage, mais derrière, immanquablement, tu as le Joker. Tu ne peux pas confier un film Batman, voire une trilogie, parce que là pour le coup Matt Reeves, on sait, c'est une trilogie, sans à un moment donné te dire je vais traiter du Joker. Et le fait qu'aujourd'hui il est annoncé Paul Dano en pingouin, probablement Colin Farrell comme pingouin, j'ai dit quoi? L'homme mystère Paul Dano, on n'a toujours pas un Joker. Oui. Mais de toute façon, mais quand tu vois que, voilà, on parlait tout à l'heure de la scène du meurtre des parents, pour moi, ça c'est un reshoot. Cette scène n'a aucun intérêt. Elle a aucun intérêt, si ce n'est à te dire attends, regarde. Ça, tu vois, bon, en fait, c'est pas lui qui le flingue. Par contre, c'est un adaptateur. On fera un truc à un moment donné. Non, mais tu vois, et le truc, tu es là, ouais, autant la première scène avec le petit Wayne, voilà, on en pense qu'on veut, mais voilà. Là, c'est encore autre chose. Là, le truc, c'est vraiment le grappin sur. On est vraiment dans le lore de Batman. On est vraiment dedans. On n'est pas dans le lore Joker, on est dans le lore Batman. Et dans cette scène-là, j'imaginais Feige dans son bureau plaqué or chez Marvel, toi, en train d'appeler ses producteurs en disant
Je vous avais dit que la mort de l'oncle Ben, fallait pas le faire. Voilà, il raccroche. Bon, on passe à autre chose. Allez, on a une petite pause. Alors, on reprend le fil du podcast pour maintenant s'attaquer à reco, pas forcément, mais en tout cas ce qu'on a vu ouais, des films récemment, que vous avez vus avant d'avoir une dernière rubrique totalement nouvelle. Le en cours. Le en cours. Allez. Ouais. Moi, je commence vite fait. 3 films, une série. Ouais, je travaille. Dark Fate, le Terminator. Tu nous dis pas parce qu'on l'a pas vu nous. Hein. Alors, et puis en plus, on pourra pas le voir au cinéma parce qu'il a fait Petit ange parti trop vite. Ah oui, il est déjà plus là. Ah non. Ah, d'accord. Et ça fait une semaine. Hein. Ah, quand même. Non. Ah si. Ok. Ça fait 2 semaines. Oh putain. Qu'il y est plus, pardon. Ah non, je crois qu'il était sorti, pardon. Ah ouais, non. Ah bah là, il est plus, enfin en tout cas au monde Nantes, il est d'accord, plus. ok. Bon, bah écoute, peut-être. C'est comment le cinéma dans ce nid là? L'Eden 3. Bon, Eden 3. Quoi Shoulder. vous dire, tout est pas acheté, c'est-à-dire que je trouve que c'est quand même moins pire que Genesis, Oui. qui est un film qui n'est pas sur Phil Collins, et du coup, mais qui du coup enterre, enfin, et qui n'est pas non plus. Je pense que tu vois en fait les efforts de Tim Miller pour essayer de gommer un peu cette impression désastreuse de Phil Collins, de Genesis. Force de raconter des conneries de Genesis, mais du coup qui n'arrive pas non plus à rattraper les rails et en faire et à le poser comme l'éventuel 3 qui aurait dû être le 3. C'est un film qui vient trop tard, je trouve, moi. Il y avait des idées qui du coup étaient qui m'ont plu, moi, mais sans spoiler, c'est compliqué d'en parler, sur le cheminement de Sarah Connor et du personnage d'Edward Furlong et de pourquoi en fait la trame générale. Il y avait des choses que je trouvais hyper intéressantes, simplement ce truc là fallait le faire il y a 20 ans quoi. C'est malheureusement trop tard, donc voilà. Et puis en plus avec le résultat, donc je pense que c'est acquis pour tout le monde. À la joie Schwarzy, je ne vois pas en fait comment on pourrait relever ce truc là avec les deux flops que sont Genesis et ça, qui à mon avis c'est mort. Et puis alors merci James, hein. Merci Cameron qui dans le côté vendeur de jouets a bien pris le son avec son copain Lucas, puisqu'il a quand même été nous dire que Genesis c'était chouette et que celui-là encore mieux, il était encore mieux, il était encore plus génial. Et bah putain, quand tu vois le résultat, Tim Miller a pas attendu les 6 mois habituels pour dire bon finalement c'est un peu de la merde, lui il y va. Spoiler alert, c'est difficile de travailler avec Cameron. Ouais. C'est une nouvelle ça. Et d'autant plus, alors c'est un article que moi j'ai lu dans Écran Large dans lequel effectivement il dit bah moi à partir du moment où James Cameron vient foutre la merde, reprend mon scénario, je me bats, j'y arrive pas, mais il faut que je me batte parce que c'est mon bébé. Et derrière il c'est un peu simpliste. Cameron quand même, moi du coup le mythe en prend un coup quand même. Écran Large ressort un vieil article de Cameron qui pendant la production vient gentiment expliquer que là en ce moment il est à faire Avatar, hein, c'est un vrai truc de sérieux, mais qu'il est en train de produire 2 films, Alita avec par Rodriguez et Dark Fate. Rodriguez dit ce mec là en or, il vient me voir et il me dit je ferai tout ce que tu veux. Je dis bah non, c'est quand même toi et tout. T'imagines bien en plus ça, Rodriguez, de dire tu me dis je fais, hein, d'autant plus qu'ils ont déjà bossé ensemble, je crois. Oui. Et en même temps il dit alors moi j'aime bien ça. Ouais, je crois qu'il fait des effets spéciaux avec Cameron, je crois un peu comme ça. Enfin, si ils sont liés. Donc il dit franchement, Rodriguez, le mec il est en or, il vient me voir, il me respecte un peu, il me dit je ferai le film que tu veux. Je lui dis non mais vas-y, un machin. Par contre cette espèce de petit bâtard de Tom Miller là, hein, et ben moi j'essaye, et ben putain, hein, des larmes et du sang, et je pense que le film il sortira, il y a encore du sang sur les murs, des engueulades qu'on a pu avoir, et c'est avant la sortie du film, hein. Et tu fais mec, t'as rien sorti depuis 10 piges, tout le monde a oublié ton Avatar. Mais personne n'oublie Avatar. À un moment donné, atterrit un peu quoi. Et ça fait pas 10 ans, vous savez. Alors moi j'ai juste une question. Est-ce que visuellement ça tient la route? Est-ce qu'il y a de la CGI à fond les ballons? Ou est-ce que tu retrouves la patte de Cameron? Non, la patte des maquillages physiques comme t'as dans le Terminator 2 où c'est full CGI et Non, c'est quand même beaucoup CGI.
Qu'est-ce à qu'il y a défaut. Bah, bien sûr, quoi. C'est quand même pas mal CGI, mais après je trouve qu'ils sont plus réussis, c'est-à-dire qu'ils sont plus discrets. Par exemple, t'as pas de Schwarzenegger reconstitué ou de choses comme ça qui peuvent prêter un peu à problème. En fait, les effets spéciaux sont, je les ai trouvés en fait plus soft, plus sérieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un peu moins dans une recherche de tape à l'œil, un peu moins dans une recherche de choses. Après, et du coup, ça remplit bien son office. C'est pas trop mal. Donc voilà, écoutez, voilà. Qu'est-ce que t'as vu, toi, Lapin? Attends, j'ai pas fini. Bah on fait un tour de table, tu reviens. Non. Tu veux tout faire? Ouais. Balance la Tu sauce. balances tout. Vas-y, balance tout. Le Mans 66 que j'ai vu hier soir, allez-y, c'est plutôt cool. Ça vaut surtout pour l'interprétation de Christian Bale. Si vous voulez pas voir de film de bagnole. Ouais, voilà, n'y allez pas en pensant que c'est un film sur la GT40, vous serez déçus. C'est un film vraiment sur la relation entre Shelby, ce pilote donc qui était Ken Miles, versus en fait leur propre commanditaire, leur propre financeur qui est Ford en fait plus que contre Ferrari. Donc c'est un point de vue du film, mais si vous y allez en cherchant ça va le faire. Petit film Netflix, j'ai vu The King. Avec Timothée Chalamet, voilà, et de David Michôd, donc c'est plutôt le mec qui avait fait Animal Kingdom, qui avait fait du coup The Rover, toujours avec Pattinson, qui est a priori que j'ai pas vu moi, mais qui est un film hyper bien avec Pattinson, qui l'a aidé dans le poste vampire qui brille. Et je sais pas si vous pas l'imitation de Stéphane Vallée. Et ça vaut son peu de cacahuètes. C'est clair. Un jour on filmera. Je brille dans la nuit, j'ai des dents. Et du coup, qui était aussi, du coup, moi j'avais pas percuté que ce type-là, en fait, je sais pas si vous vous souvenez quand Netflix avait débarqué, il y avait un film, tu sais, il y avait un gros produit d'appel qui était War Machine avec Brad Pitt en général de l'armée américaine, un peu bourrin. Tu te souviens pas de ça? Parce que je pense qu'il a rapidement été oublié, mais que du coup, qui avait été pas mal reçu. Pour vous dire que c'est bien, que c'est vraiment bien, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça raconte en fait l'accession au trône d'Henri V. C'est clairement un film d'époque, hein, c'est médiéval, machin, etc. Sauf que c'est fait par un mec qui a un souci d'authenticité qui est vraiment à saluer dans les costumes, dans les reconstites. C'est pas non plus un film de bataille, c'est à moitié un film d'intrigue politique qui est vraiment intéressant. Sur fond un peu il est aussi inspiré du Shakespeare dont j'ai oublié le nom, qui raconte, je crois que c'est Hamlet, qui raconte l'ascension aussi d'Henri V. Je sais plus si c'est Hamlet ou si c'est autre chose. Et puis juste le truc le plus intéressant du monde, c'est que c'est produit par Brad Pitt, donc il y a plein de billes derrière, et décidément Brad Pitt fait des bons choix de production. Et il y a Joel Edgerton. Je vous bassine avec ce mec parce que je trouve que ce type-là, en fait, d'acteur un peu qui a pas réussi. Donc tu te demandais effectivement où est-ce qu'il en était. En fait, est en train de se faire une carrière de scénariste ultra sérieuse. Il est dans le film là aussi, et du coup le script qu'ils ont écrit avec David Michôd à partir de ces événements historiques là et du bouquin de Shakespeare est remarquable. Et en plus il livre une interprétation de second rôle qui est vraiment absolument génial. Donc vraiment ce type là, je suis admiratif de ce qu'il fait. Et puis dernier gros coup de cœur, regardez Hill House, que j'ai réussi à voir tout seul dans le noir, que j'ai binge-watché. J'ai flippé ma race. De toute façon au bout de 5 minutes 37 du premier épisode, j'ai regardé. Je sais pas ce qui est le plus drôle en fait. J'étais déjà mort de peur. Voir la série ou t'imaginer la voir. Mais c'est un sketch. C'est un sketch aussi. Je suis tellement étonné que t'aies pu la mater seule. Et alors, l'argent est sur l'écran et c'est magnifique. La maison est absolument splendide. Pour ceux qui ont aimé la maison de Crimson Peak, de Crimson Peak, là vous allez être servi. C'est une balade dans un manoir qui est absolument génial. Pour ceux qui ont lu le bouquin, c'est exactement ça aussi dans les décors. Donc tu retrouves tout ce que tu as pu lire. C'est ultra fidèle. Voilà. Et en fait, je trouve que le point de vue c'est le gars qui est derrière Dr. Sleep, comment il s'appelle, Mike Flanagan, voilà. Là où ça devient aussi assez étonnant, c'est qu'il en fait quelque chose d'extrêmement émouvant
en fait. La façon, c'est pas simplement un film qui est là pour te faire peur. Enfin, une série, c'est aussi une série qui est très émouvante sur le sort de cette famille. Tout est en flashback sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, sur ce qui se repasse actuellement. C'est une histoire assez classique de retour un peu à la ça, tu sais, dans un environnement problématique. Mais c'est extrêmement fin. Il y a un épisode qui est un vrai épisode de fantôme, qui est le numéro 6 de mémoire, qui est dans un funérarium qui est absolument grandiose, mais absolument génial. Et la fin, il y a clairement des très beaux hommages et des très beaux clins d'œil à Shining dans l'emballement de la maison. Donc voilà, donc allez-y, il y a plein de choses à regarder, c'est absolument génial. Moi rapidement, j'ai vu beaucoup de 4 récemment là. Dans la mer 4 Ouais. Non, Indiana Jones 4. J'ai vu The Purge. Fast and Furious 4. The Purge 4. Oh là là. Alors moi c'est des films que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup The Purge. Ouais, c'est cool. Je trouve que le pitch est absolument terrifiant. Donc je sais pas si tu connais le pitch. Ouais. Donc ce moment où les États-Unis. Le français c'est American Nightmare. Non, c'est pas ça. Eh ben, c'est pas le même titre. Non, je sais pas si c'est pas le même titre. American Nightmare. Donc il y a 4 épisodes. Le dernier est sorti là, il y a pas très longtemps. Le pitch est quand même hyper kiffant. C'est que les États-Unis, pour mettre fin à cette société qui se délite, décident sur 24 heures, enfin sur une nuit plutôt, de laisser aux citoyens américains la possibilité de commettre tous les crimes possibles, imaginables et en toute impunité. Il y a une sirène qui retentit à l'heure dite et une sirène qui retentit à l'heure de fin de la purge, et pendant ce moment-là, tout le monde fait ce qu'il veut. Le pitch est quand même effrayant parce que forcément tu es dans l'empathie à un moment donné, tu imagines ce qui peut se passer s'il y a ça chez nous, quoi. Et là où alors le film est il y a un propos politique qui est évident, parce que ceux qui profitent de la purge, c'est toujours les bourgeois, tout ça. Les petites gens sont toujours les victimes, donc le truc est un petit peu grossier, mais ça fonctionne. Et ce qui est plutôt malin dans les 4 The Purge, c'est la façon. À chaque fois, c'est un point de vue un petit peu différent. Soit c'est une préquelle, soit c'est la première purge, soit c'est à chaque fois c'est le même contexte de purge, mais pris par un angle différent. Donc même si le dernier est un petit peu moins réussi, je trouve, que les 3 premiers, ça reste vraiment un truc super attachant au-delà des scènes qu'il peut y avoir assez violentes. Faut pas se limiter à ça. Le film est beaucoup plus fin. Enfin, les films sont beaucoup plus fins que ça. Toy Story 4. Franck Grillo dessus ou pas? Non, sur un seul justement. C'était le 3. C'était le 2 de mémoire. Toy Story 4. Ah, alors. Ouf. Oh. Ah ouais. Ah non. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Tu sens que là ils ont fait ce qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus que c'était passé avec les 2 et 3. Enfin, moi je trouve. Moi le premier est en deçà peut-être, mais parce que les 2 et 3 sont quand même des monuments de cinéma, quoi. Tout simplement. Là, avec des propos qui sont en fait qui nous touchent tous forcément, qu'on soit petit, qu'on soit grand comme nous. Ça fait mal au cœur, ça te serre, quoi. Toy Story 4, une fois que tout ça est passé et que le plus gros est passé, c'est une question là le truc, c'est comment est-ce qu'on fait le deuil de. Voilà, comment est-ce qu'on fait le deuil de là par exemple, sans pitcher, enfin sans spoiler, comment est-ce qu'on va faire le deuil qu'on a été le jouet de quelqu'un et qu'on n'est plus le jouet de quelqu'un. Voilà. Et du coup, Woody, il lui arrive des trucs avec certains de ses copains, mais c'est jamais. Si tu veux, t'as pas ce fond qu'il pouvait y avoir. T'as jamais ce fond, t'as jamais l'émotion qu'il pouvait y avoir dans les autres. Et moi, ça m'a laissé très 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 loin. Et puis t'as surtout Buzz Éclair, qui est un personnage qui n'existe plus, mais qui n'existe plus du tout, ou qui est relégué au rang et à peine de faire valoir, à peine. Donc hyper décevant. Vraiment un épisode très dispensable. Même pour les mômes, enfin tu vois, ça se regardera pour un môme, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Et puis nous adultes, c'est aucun intérêt. Un film que vous aviez vu, que vous aviez chroniqué et que j'ai vu moi il y a pas longtemps, c'est Baby Driver. T'avais pas vu? Mais non, j'avais pas vu Baby Driver. Et putain, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce truc. J'ai adoré ce film.
Eh ouais, mec, eh ouais. Ah ouais, mais vraiment. Voilà. Et Je rappelle juste que je l'ai trouvé à 5€ 3 mois après sa sortie dans un supermarché. Je pense que c'était exactement sa place. Ah non, mais moi, ce qui m'a tout de suite fait rentrer, c'est la musique intradigétique. Ah, cette guerre en Vaughn Wright continue. En attendant, il fait quoi ton petit bonhomme là? Kingsman. Ouais. On en parle du 2 là? Ah non, mais vraiment, Baby Driver, c'est remarquable. En vrai, le préquel sur la première, seconde guerre mondiale, première guerre mondiale. Bon, c'est bon, ok. Ouais. Mais Baby Driver, c'est quand même. Non, je compte le revoir. Je compte, tu vois, donner une deuxième chance parce que vous me faites pitié. Et j'ai décidé que j'allais le revoir. Bah, s'il te plaît. Surtout pour John Hamm, en fait. J'ai envie de revoir John Hamm. C'est un mec que c'est con qu'on le voit pas plus souvent, John Hamm, quand même. Bah, il fait beaucoup de second rôle. Ouais. Oui, mais c'est. Il est dans beaucoup. Tu vois, là, je vais aussi me mater Saltan à El Royal, là. Ouais. Je vais le mater. Hôtel El Royal. Il est dedans, il me semble. Il fait beaucoup de trucs comme ça, mais après. Tu vois, le type a porté Mad Men aussi pendant 8 saisons, hein, mine de rien, donc, ou 7 saisons, je sais plus, c'est 7. Donc, ouais, mais c'est hyper dommage qu'on ne voit pas plus, effectivement. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé l'acteur principal. Je crois qu'il fait pas mal aussi de téléfilms. L'acteur de gros téléfilms sur. L'acteur principal gros network sur. Non. Elgort. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas ce qu'il est. Le mec est tout, qui fait tout, tout petit. Baby Driver. Ouais, Baby Driver. Qu'est-ce que tu as pensé de l'actrice qui joue sa nana? Ah mais bon, en fait je sais tu m'avais déjà demandé et je crois que vous avez bien aimé. Moi je trouve je trouve que c'est le personnage beaucoup de charisme. Oui, mais je trouve que c'est pas un personnage très consistant. Qu'elle a apporté quelque chose. En fait, c'est juste la serveuse qui vient dire alors voilà, je vois souvent, ça va. Et le mec, non mais attends, et le mec il l'appelle en disant je suis dans la merde, faut que je me casse, tu viens? Ouais, je lâche tout et je viens. Putain, vous êtes vus 2 fois à servir le café, les gars. Arrête. Tu crois tellement peu à l'amour. Arrête, mais non, mais arrêtez. Tellement peu à l'amour. Ça, moi, c'est ce que j'aime le moins dans le film. Le reste, j'ai trouvé ça, mais c'est une putain de. C'est tout partir, tout quitter, machin. 30 secondes. C'est clair. Bon, alors, et puis pour terminer, un film que j'ai vu au cinéma très récemment avec Aurélien. Nous sommes allés voir Dépêche Mode. Spirits in the Forest. Et donc, alors, Spirit in the Forest. Spirit était le nom du dernier album de Dépêche Mode. Et ce qui est intéressant, c'est que 88, c'est Martin Gore qui fait une chasse aux champignons. Au 88 sort 101. Le film sur la fin de la tournée, enfin la tournée qu'ils ont fait aux États-Unis, les Dépêche Mode, hein, donc sur cette période-là, en suivant une troupe de fans et en même temps en suivant les backstage du groupe pour arriver au dernier concert qui donne à Pasadena en juin 88. Là, le fan. Attends, j'avais dans ma chambre un pauvre article sur 101 qui était accroché à mon mur, qui faisait 3 lignes et que j'avais pendant voilà. Là, le truc est un petit peu pareil, on est 30 ans après. On suit alors on suit pas les DM, on suit des fans qui vont au dernier concert de leur dernière tournée dans une forêt allemande, dans la forêt noire. Et donc le contrepoint par rapport à 101 est différent parce que là en fait tu vois que les fans ils ont vieilli, voilà, on était les plus vieux de la salle, on était les plus jeunes de la salle, et peut-être les plus jeunes à l'écran, et peut-être les plus jeunes à l'écran aussi, écran compris. Et donc tu avais toute cette vitalité dans 101 des nouveaux fans. Le groupe avait 8 ans, donc tu vois les fans sont encore tout jeunes, et donc il y avait une énergie dans ce film qui était dingue. Et là c'est les fans qui viennent expliquer pourquoi est-ce que Dépêche Mode reste dans leur vie, et quelquefois 20, 30 ans. Ce qu'a apporté Dépêche Mode, en quoi c'est les aide. Voilà. Parce que c'est tous. Ils ont tous des traumas. Des parcours assez lourds. Entre la nana qui a perdu toute mémoire avant 25 ans et qui a un accident, et donc à partir de 25 ans ne sait plus lire, ne sait plus écrire, et la seule chose dont elle se souvient, qu'elle capte, en fait, c'est les chansons de Dépêche Mode, et elle dit mais ça je connais. Alors qu'elle reconnaît pas ses parents, hein, elle reconnaît personne. Son mec, voilà. Et donc tous ont des parcours de vie comme ça, et donc c'est vachement intéressant. Bah, il faut aimer DM, et c'est ponctué d'images du concert également. Il y a ton pote de Cholet qui est en transe, toi. Il était là. Bah, Eric était là. Eric était là. Il était là. Dédicace. Le petit chien. Dédicace. Donc voilà, c'était un vrai bon moment. Après. Oui, c'est oui, pas aussi. Bah oui. Voilà.
Et ben tant qu'à rebondir sur l'aspect musical, Arte a publié, alors a diffusé, et c'est disponible sur YouTube, je sais pas encore pour combien de temps, La vie selon Radiohead, toi, allez, battle. Vu. Qui a un documentaire un peu particulier, qui est très intéressant, un peu court, ça fait 1 heure. C'est bien assez, non ? Qui est un peu déstabilisant parce que il reprend l'ordre chronologique des sorties des albums de Radiohead. Donc je dirais que jusqu'à OK Computer, c'est un peu la chronique de leur montée en puissance. Ouais, une chronique musicale. Donc c'est un documentaire un peu classique. Creep, diffusé en radio, MTV, ils pètent un câble, le succès qui leur tombe dessus. Alors surtout que les intervenants, c'est des critiques. Enfin, tu vois, c'est pas des. Donc cette toute première partie qui doit peut-être durer en fait. 5-10 minutes est hyper classique. Si tu t'intéresses au groupe, tu sais déjà un peu ce qu'il en est. Ça n'a pas forcément grand intérêt de te repitcher le mouvement de fond que va être Creep, avec le parallèle évident avec Smell Like Teen Spirit de Nirvana, bref. Et puis en fait à un moment donné, en fait ça correspond au gré des sorties des albums. On commence à attaquer OK Computer et puis surtout Kid A et Amnesiac, et là en fait on bascule dans, alors c'est pas une analyse en tant que telle, mais une ébauche de traitement des sorties des albums sur un versant à la fois politique et surtout philosophique. Sur les lectures, nos logos, tu vois, la société de consommation, etc. Alors ça reste quand même bien pensant, tu vois, mais c'est hyper intéressant, et même moi qui connais plutôt bien le groupe, j'ai appris plein de trucs sur à la fois la conception des albums et ce qu'il y avait derrière, sachant que ça va, et c'est là aussi où c'est plutôt pas mal parce que c'est très récent, ça va jusqu'au dernier album sorti en 2016, A Moonshine Pool. Donc on a la sortie Payez ce que vous voulez de In Rainbow, tu te souviens, l'album sort dans 1 semaine, il y a une sortie physique qui sera reportée à un peu plus tard. En attendant, si vous voulez télécharger le MP3, c'est de 0 à ce que vous voulez. Donc ils reviennent là-dessus, mais pas en le traitant de manière marketing, tu vois, c'est un coup marketing, c'est contre leur ancienne maison de disques EMI, etc. Mais c'est aussi ça va un peu plus loin. Donc c'est hyper intéressant. Mais on n'est pas forcément obligé d'être fan de Radiohead pour regarder ça. C'est une autre approche de l'analyse de sortie d'album, etc. Et en fait à la fin de ça, je me suis dit mais putain, on pourrait le faire sur plein d'autres groupes en fait, essayer de voir qu'il y a autre chose que de la musique, des paroles, qu'il y a forcément une démarche artistique derrière qui est pensée, réfléchie, et qui peut être appliquée à Depeche Mode, à plein de groupes qui ne sortent pas toi du single à l'appel, et pour lequel il y a l'album, encore cette notion là a de l'importance, l'ordre des chansons a l'importance, la manière dont on le vend, dont on l'illustre, tout ce travail là. Donc ça pourrait être décliné en plusieurs trucs, mais voilà, en tout cas c'est assez brillant. Et puis deuxième chose vue, c'est une vraie expérience. On en a marre un peu de mater des séries, on est dans un trou noir avec ma femme, et on est abonné à OCS, et le truc qu'on fait quasiment jamais, on veut voir un film. Bon, en général en semaine on est plus série parce que c'est un format court. Vous allez tout savoir de l'intimité. Eh non mais attends. Donc je vais sur OCS, il y a des films assez récents, je défile, et là je tombe sur Ennemi de Villeneuve, dont je me souvenais de la bande-annonce. Ah oui. En me disant, putain, faut que j'aille le voir. Ennemi, j'ai compris Ennemi. Non, Ennemi. Le film avec Jack Gyllenhaal, où je me souviens de la bande-annonce qui était quand même assez dingue. Je note que tu ne l'avais pas faite jusqu'à présent. Mais je l'ai toujours pas faite. Qui est le mec qui découvre qu'il a un double, enfin qu'il a un sosie, un double, etc. Donc je regarde 1h20, 1h30. Jack Gyllenhaal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est sur Netflix. Mais oui, je l'ai vu. Allez hop, tu vas voir, je pense que c'est sympa. C'est le mec qui a fait Blade Runner, il est en train de bosser sur Dune, je vends le truc quoi. Donc le film démarre, etc. Et en fait c'est un peu lent, et machin. Puis tu vois pas bien où ça se va. Et puis le mec il arrive, c'est un vrai double. T'as pas l'impression qu'il va y avoir un twist fantastique en fait. C'est pas
comment dire, ils sont vraiment dans la même pièce, etc. Donc j'ai vachement de mal à rentrer. Et puis il y a des migales, tu vois. Puis de temps en temps, t'as des plans de coupe avec une migale géante qui est sur la ville. Et là, tu fais, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et puis des dialogues qui sont un peu surréalistes à certains endroits, etc. Et puis tu vois comment ça regarde ta montre, tu te dis mais putain, on arrive à la fin du film, mais il me parle de quoi ce truc-là? Et puis le dernier plan, vous l'avez vu tous les deux ou pas? Vu, oui. Le dernier plan de dingue. Je me souviens plus. Et en fait, non, Vous êtes bien sur le répondeur de Stéphane. Merci, mais c'est un message. dernier plan de dingue, tu vas, des questionnements que je m'étais posé, que j'avais parce que c'est... Et donc le film s'arrête, ma femme me regarde en disant ah bah super, t'es vraiment de la merde. Bref. Donc fait hyper mal ta femme. Désolé, fan de... Et donc là pendant 2 secondes je me dis, on sait que tu ressembles pas à ça dans la vérité. J'étais embarqué dans un truc machin. Et excusez. Oui, en disant ok. Alors le fait est que le lendemain on a vu le film où Lucchini joue un président de cour d'assises à Saint-Omer, où voilà. C'est pas bien ça. Je trouvais ça. En fait, ça a cul entre 2 chaises. C'est pas un film de procès. Tu peux finir sinon, Amy. Ouais, bref, en grosso modo, elle s'est un peu vengée. Bref, le lendemain où elle a kiffé, moi je trouvais ça nul. Et en fait, ce qui est, alors peut-être que ça loupe le coche, mais comme j'ai pas compris grand chose de ce film-là. J'ai été regarder bêtement sur internet et là en lisant l'analyse du film ma tête a fait parce que c'est énorme en fait, les imbrications etc, c'est Lost Highway, wink wink, bref, truc de dingue, ce qui fait que je l'ai revu derrière sur une pause déjeuner. C'est énormissime. Bon, bah, il faut... Alors c'est peut-être un peu dommage d'être obligé c'est hermétique, hein. Voilà, d'aller rechercher le fond du film derrière, alors sauf à ce que tu es doté d'une intelligence supérieure. C'est peut-être un peu dommage, mais derrière quand tu revois le truc c'est bourré de voilà, donc c'est effectivement grosse reco, gros coup de cœur. Et si vous voyez une première fois le film, allez regarder, il y a notamment un super article qui donne des pistes de réflexion et derrière vous le réenquillez et là vous allez voilà, tout s'ouvre et c'est absolument dingue et vivement Dune, voilà. Ouais, on verra ça. Oui. On fait une pause et on se retrouve pour la dernière partie du podcast. Ouais. Alors, Stéphane, ta petite rubrique que tu as si subtilement nommée. Ah non, moi je sais pas, c'est quoi? Oh non, mais non, en cours. C'est quoi en cours? En cours, c'est des trucs qui sont... Allez, vous regardez quelque chose en ce moment, vous? Il est capable de faire ça, tu sais, de nous avoir embarqué là-dedans juste pour rien dire en fait. Juste pour rien dire. Sale mec. Moi, je suis en train là de. Alors, je suis à flux tendu avec OCS. Si je l'ai pas, j'ai d'autres canaux. C'est Is Dark Materials. J'ai d'autres canaux. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc c'est la Boussole d'Or. C'est la série diffusée par OCS, série HBO, et qui est diffusée en France via Orange. Et donc je suis à l'épisode, le dernier qui a été fait là, et c'est une putain de bonne série, je trouve. Quand on aime quand même, je sais pas si vous vous souvenez vous de la Boussole d'Or, le film, qui était. Moi j'avais bien aimé à l'époque. Voilà. Si les producteurs cherchent le mec qui avait aimé le film, il avait ça. C'était il y a 10 ans. Moi j'ai bien aimé. 10 ans. Craig. Bah moi j'attendais Craig, et puis moi un ours en armure. Tu vois, un ours en armure, moi ça me va. Qui picole. Ouais. Ça me rappelle mes samedis soirs. Forcément. Ça me va. Ah non mais alors du coup rien que ce que je t'avais dit Aurel, les premières images de la série, alors on est d'accord, il y a 10 ans dans la gueule, il y a 10 ans de différence, donc les effets spéciaux sont très différents, mais déjà tu sens que t'as pas la même densité quoi. Le truc, la série elle a vraiment envie, même si je connais pas moi le matériau de base, d'explorer vraiment ce monde qui malgré tout moi que je trouvais assez passionnant dans le long métrage. Et c'est la petite de l'héroïne, c'est la petite de Logan, qui est fait par James Mangold, le réalisateur de Le Mans.
Pas de Ah Le si, Mans. Non. De Riyad 72. Riyad 72. Et, Suite de Le Mans 66. alors, vraiment une direction artistique, mais dingue dans ce film. Vraiment une photo qui est magnifique. Et le petit ours en armure, il a vraiment de la gueule. Hein. Vraiment de la gueule. HBO, sans trop le dire, laisse ses fans sous-entendre que c'est la relève de Game of Thrones en fait. C'est compliqué. Une espèce de saga épique, un peu fantastique, c'est ça. Ouais, non mais tu avec la comprends. fin de Game of Thrones, HBO se retrouve avec. Alors ils ont toujours un back catalogue de séries intéressantes. Ils ont lancé en même temps Watchmen une semaine avant His Dark Materials, mais tout le monde. Les deux, c'est HBO. Ouais. Oui, Watchmen, oui. C'est aussi HBO. Ah, oui, ils ont sorti ces deux séries-là. Non, Watchmen, d'accord, mais His Dark Materials, je pensais que c'était. Et donc tout le monde dit, bah voilà, forcément, HBO va chercher sa nouvelle saga. Oui, mais par exemple, tu vois, par rapport à Game of Thrones, où t'avais un certain nombre de choses très adultes. Toi, c'est une série vraiment très adulte, que ce soit au niveau sexe, au niveau violence. Game of Thrones, tout de suite, ça t'emporte, ça te chope. C'est pas du tout le rythme de His Dark Materials, qui est beaucoup plus lent. C'est un truc avec des mômes, mais c'est pas une série pour mômes, quoi. Donc, pas hésiter à y aller. Ok. À toi, Francky. Non. Ouais. Alors moi j'ai une série, j'aurais du mal à vous dire ce que j'en pense pour l'instant parce que je n'ai vu que 3 épisodes et ça, je sais pas encore si on va aller au bout, alors ce qui est pas forcément très bon signe. Ça a été diffusé sur Arte, c'est Top of the Lake China Girl, qui est donc la 2e saison de Top of the Lake. Avec David Bowie. Je pose la question. China Girl, je pose la question. La série de Jane Campion. Moi j'avais vu la première saison il y a de ça un moment, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Disons que c'est assez original, c'était assez frais, on va dire ça comme ça. Là en fait le problème c'est que cette 2e saison elle vient quand même pas mal de temps après la première. C'en est une suite directe. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs de la première, donc le premier épisode on s'est regardé en disant ah ouais, en fait. Et t'as beaucoup de références à la saison d'avant. Ouais, d'accord. Donc au bout d'un moment, il a fallu qu'on accepte certains prérequis en cherchant pas à comprendre, etc. Ouais. Voilà. Donc là, grosso modo, c'est toujours une enquête policière. L'enquêtrice est incarnée par Elisabeth Moss et on a comme sidekick, qui est peut-être un personnage assez réussi, justement l'actrice qui jouait Brienne de Tarse dans Game of Thrones. D'accord. Et le Capitaine Phasma. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et donc là c'est une enquête donc en Australie, plus en Nouvelle-Zélande, en Australie, sur un réseau de prostitution asiatique. Voilà, donc on a cette enquête là plus les problèmes perso d'Elisabeth Moss qui est qui a abandonné une gamine. En fait, c'est ces aspects-là qu'on avait zappé. C'est-à-dire qu'elle a eu suite à un viol, elle a eu un enfant à 16 ans. Ah, mais c'est une comédie. Ouais, on se marre. Ah, d'accord. Qu'elle a donné à l'adoption. Donc là, elle retrouve sa fille, machin. Est-ce qu'il faut regarder ça en hiver, t'es sûr ? Et elle-même, suite à la première enquête, elle est en bisbille avec son ancien chef qui était mêlé au truc. Et en fait, ce qui est un peu what the fuck dans la série, c'est que les trames narratives se rejoignent parfois de manière un peu complètement capillotractée en fait. Et là, dès la première saison, dès le premier épisode, on sait que un des aspects de sa vie perso est intimement lié avec son enquête policière. Et là, tu te dis, mais quelles sont les chances pour que ça puisse réellement se produire? Et quand tu vois qu'elle est ultra dépressive, tu dis, là, tu le sais pas encore, mais tu vas encore bien morfler dans le truc. Donc, c'est vraiment un traitement très particulier, ça plaira pas à tout le monde. Voilà, donc à voir, je vous dirai quand on aura terminé, si on termine, ce que ça donne. Et toujours en cours, j'ai commencé à lire Les Furtifs d'Alain Damasio, écrivain de La Horde du Contrevent, scénariste de pas mal de jeux vidéo, notamment pour Dontnod, qui est un mec un peu à part dans la SF, etc., qui a fait pas mal de télé à la sortie de son bouquin là en septembre.
J'ai jamais rien lu, mais j'ai découvert ce mec-là. Qui est passionnant, ouais, qui est particulier, qui est passionnant, qui est un mec qui a pas de téléphone portable, qui est très anti traçage, communication et compagnie, mais qui pour autant se renseigne. Là, c'est un bon pavé, hein. Ça fait 700 pages, c'est impossible de vous résumer. Par contre, essaye. Oh non. Oh, si, vas-y, essaye. Ce serait dommage. Bah écoute, on a le temps. On n'a pas le 700 temps. pages. On n'a pas le temps. C'est Une. page une. Extérieur. Nuit. Très rapidement. Oh putain. Non, c'est grosso modo un couple dans une société moderne. Un couple a perdu sa fille, elle est persuadée que sa fille est morte. Lui, c'est très basique. Hein. Lui est persuadé qu'elle est pas morte, donc se lance dans une enquête pour essayer de voilà, il la recherche, etc. Et on va voir ce qui se passe. S'il la trouve. Par contre, ce qui est assez dingue, c'est que la description de la ville. Putain, sérieusement, les gars. Pardon. Peut-être encore un truc à dire. En plus, on faisait une référence à un film. Page 2. Non, la description de la ville, de l'interconnexion, etc. est hyper intéressant. Ce dont il n'a pas le plus parlé, c'est le fait que les villes ont été vendues par l'État en faillite et donc rachetées par des groupes. Oui. Et donc dans lequel il a des descriptions de villes dans lesquelles tout est payant lié à des forfaits. Donc tu ne peux pas aller à certains endroits si tu n'as pas le bon forfait. Tu ne peux pas faire si tu n'as pas les bons forfaits. Et tu es, au contraire, si tu as les forfaits les plus bas, assailli par de la pub, etc., etc. Donc effectivement, c'est vraiment dystopique, c'est plutôt intéressant. Surtout qu'on a plutôt l'habitude... Il y a du Black Mirror. Ouais, c'est ça, mais t'as plutôt l'habitude de le voir. Là, de le lire avec aussi poussé que ça, c'est plutôt intéressant. Et même physiquement, c'est assez dingue. Alors, le bouquin coûte plus cher que la normale, il coûte 25 €. Mais parce que, en termes de typographie, il y a plein de. Je sais pas comment le dire, mais t'as plein de petits sigles en fait. T'as des points sur des lettres qui. T'as une manière de. Physiquement, en fait, quand un personnage prend la parole, tu as des repères graphiques sur le texte qui t'indiquent que c'est lui qui parle plutôt qu'un autre. Les styles aussi sont radicalement différents. Là où j'en suis, on alterne entre 3-4 personnages de la même équipe. Et en fait, physiquement, t'as plein d'informations. Et en fait, au départage, t'as des petits points sur des lettres de mots. T'as l'impression que c'est fait un peu au pif. Et puis en fait, quand il se passe des choses, tu sens qu'il y a de plus en plus de points qui apparaissent sur les mots. Et quand tu prends le temps de véritablement, quasiment de lire à voix haute, tu te rends compte que il te force à accentuer certaines lettres dans les mots pour donner. Donc il y a un vrai travail à ce niveau-là qui est assez bluffant et qui du coup rend encore plus nécessaire l'objet livre en fait. Donc c'est bluffant. L'histoire pour l'instant est plutôt cool. Je suis à peu près 200 pages. Et c'est quoi cette histoire? Voilà, donc si vous avez l'occasion, ne serait-ce que aller dans une librairie, feuilletez-le, vous allez voir, c'est sur le papier, c'est assez bluffant. Et il y a un truc, alors j'ai pas encore essayé, mais il a travaillé avec un musicologue, ce qui fait qu'en te connectant sur un style bootcamp où tu peux avoir en fait des illustrations sonores musicales à passer en même temps que tu lis pour continuer l'immersion. Donc c'est aussi un espèce de bouquin connecté. Alors ça, je crois qu'il avait fait sur l'ordre de Contrevent, j'ai une édition avec ça, moi. Alors moi je l'ai en poche, je l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est assez bluffant. Et puis moi pour terminer, un truc vachement plus léger. La méthode Kominsky sur Netflix avec Michael Douglas, une série qui est faite sur lui, qui je crois qui est produite par lui, et avec Alan Arkin. Le pitch il est très simple. Douglas est un directeur d'une école de théâtre en fait, si tu veux, et il est donc Kominsky, celui qui a un peu, si tu veux, la méthode acteur studio, tu vois. Donc en fait, c'est un mec qui est reconnu pour avoir formé les meilleurs acteurs du monde, mais qui lui paradoxalement en fait aura foiré sa carrière d'acteur puisqu'en fait il aura fait que ça. Donc c'est assez drôle. Il a l'âge qu'il a, donc c'est un truc. Il a surtout un vieux pote qui est Alan Arkin, qui est un acteur incroyable, une espèce de Tati Daniel absolument infernal
perfect, mais extrêmement drôle. Et donc, ils traversent un peu les épreuves de la vieillesse tous les deux. C'est assez léger, c'est très touchant. Par moments, c'est carrément émouvant parce que, forcément, ça vous parle de la mort, mais tout ça reste assez léger, donc c'est comique. Et puis là, je viens de voir que du coup, la saison 2 débarquait sur Netflix et que surtout, ça a été primé au dernier Golden Globe et aux Emmy. Il a fait le doublé Michael Douglas, meilleur comédien et meilleure série comique. Donc allez-y, ça mange pas de pain, c'est plutôt sympa. Ça mange pas de pain. Exactement. Et Merci, puis ça nous fait, tu vois, je pensais que en discutant, tu vois, dans ce moment de Scorsese, de tous ces mecs-là qui sont un peu les derniers géants, quoi, les Scorsese, les De Niro, t'as quand même Michael Douglas, qui mine de rien en termes de carrière et de ce sera posé là. C'est aussi c'était une fin de carrière pas inintéressante. Ant-Man, ah bah ouais les gars. Ouais. Voilà. Voilà. Liberace, Ouais, tout à fait, et qui du coup se retrouve un peu remis. Et du coup, mais à l'image de cette série-là. T'aurais jamais dû faire un truc pareil. Tiens, d'ailleurs j'ai vu Jumanji avec The Rock, c'est pas terrible. Voilà, je suis déçu. Oh, c'est pas vrai. Ça vaudra jamais, ça n'égale pas le. Non, j'ai trouvé ça, j'étais assez déçu. Je trouve que ça part bien. Moi, l'idée du jeu vidéo qui se renouvelle, enfin du jeu qui redevient un jeu vidéo, et du coup, tu vois, mettre un truc et que du coup, là, ils sont plus dans le jeu. Mais je trouve qu'il y avait tellement plus à faire. Et puis, moi, j'ai en tête aussi cet univers de la jungle. Il avait été exploré dans le dessin animé Jumanji, qui était génial, dans lequel en fait t'allais là-dedans et qu'il se passait des trucs de dingue, et donc je trouve que c'est dommage parce que t'as pas trop ça. Donc bon, bref. Mais du coup la méthode Kominsky, non, vraiment bien, et puis c'est un plaisir de voir Michael Douglas qui je trouve est vraiment c'est un mec que j'adore, moi. C'est vraiment un type que j'adore. Jumanji 2, 3 décembre. Ouais. T'as dit De Vito. Mais tu sais, j'ai toujours pas vu. Hein. Tu vas voir. Alors, mais non. Moi, j'ai bien aimé. J'étais plus un enfant quand c'est sorti, les gars. Non, mais J'étais plus un enfant. Non, mais de toute façon, tu craches sur les morts, donc. C'est clair. Non, sur certains, simplement. Je m'en souviendrai. Ouais. Bon. Ah bah ça, oui. Allez, on coupe parce que j'en ai marre. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était long, hein. Non, on a une heure et demie. Ouais, Joker, gros film quand même, beaucoup de choses à dire. Gros film. Autant dire que là, très honnêtement, je sais pas si on va enregistrer d'ici la fin de l'année parce que. Ah bah si, Star Wars. Ah oui. Si monsieur Stéphane veut bien y aller, parce que. Bah si, mais Star Wars. Mais moi je l'ai vu solo. J'attends plus rien. Moi je l'ai vu solo. Ouais, c'est ça. Moi tu viens de le voir quoi. Bah toi tu l'as pas vu. Alors c'est qui? J'ai vu solo. J'ai la suite Fiat Uno. C'est moi. J'ai tout vu. Fiat Punto. J'ai tout vu. Non mais bien sûr qu'on va y aller. C'est dit avec tellement. Ouais, c'est clair. En même temps, c'est notre niveau d'impatience. Elle doit être à 2 sur l'échelle de l'impatience. Bon, on ira. Allez, on y va. On fera ça. Allez, on laisse les gens. On se reverra probablement pour débriefer Star Wars 9. Ouais, en attendant, allez au cinéma, voilà. écoutez des Dépêche Mode et regardez Hook. Allez. Oui. Ah oui. Ah bah Hook. Stop, on a dit Hook. Non, physiquement, je vais devenir violent. Allez. Parce que tu l'aimes. Achetez le Rockyrama sur Spielberg qui réhabilite Hook. Voilà, ça vous. Et n'écoutez certainement pas Stéphane. Non, bah, il faut... Arrête, je masque le micro. C'est vrai que j'avais oublié. Ta gueule, coupe. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends